ce dont je voulais vous parler, c'est de la manière dont on peut coopérer. Parce que, alors, il y a un marketing très développé aujourd'hui, aux journées de l'économie légère. On a appelé ça coalition légère. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Coalition écologique, coalition anti-carbone, coalition pro-demain. Vous en faites ce que vous voulez de ce terme-là. L'idée, c'est vraiment comment on arrive à un moment, avec des gens qui ne sont pas complètement d'accord avec ce qu'on dit, mais qui sont de fait des alliés objectifs, parce qu'on a suffisamment de points communs pour pouvoir en faire quelque chose à un moment donné, vers un objectif donné. Comment est-ce qu'on construit cette coalition d'intérêts qui, à la fin, nous mène quelque part? Parce qu'on a un peu toujours le même problème, qui est qu'on se retrouve toujours entre nous. Voilà, là, si je vous demande si vous êtes écolo, ça a été fait avant, a priori, vous êtes tous plus ou moins intéressés par le sujet. Vous vous retrouvez un jeudi après-midi à la mairie de Paris pour écouter des gens parler d'économie légère. A priori, vous n'êtes pas là complètement par hasard. Donc comment est-ce qu'on fait, étant donné que le cercle des gens qui s'intéressent aux questions environnementales s'élargit, étant donné que depuis 2019, on est arrivé dans une véritable mise à l'agenda du sujet, que désormais c'est sur la table, on en parle, malheureusement beaucoup moins depuis quelques mois, voire quelques années, mais on en parle plus qu'on ne le faisait avant 2017, 2018, 2019, cette période-là où on est arrivé à le mettre à l'agenda collectivement, non seulement des médias, mais partiellement d'un certain nombre de politiques publiques. Comment est-ce qu'on avance à partir de là? Bon, vous savez, on a toujours ce fameux triangle de l'inaction qui commence à faire des choses. Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est les entreprises, le monde économique? Ou est-ce que c'est les pouvoirs publics? En général, les pouvoirs publics, c'est réduit à l'État. Vous avez évidemment plein de choses derrière. Au premier lieu, des collectivités territoriales comme celle qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour la mairie de Paris. Comment est-ce qu'on casse ce triangle de l'inaction? Vous avez des gens qui vous disent bon, vous et moi, on ne peut rien faire. Les entreprises, impossible aussi, puisqu'il y a des règles. Et puis les pouvoirs publics, à un moment, ils sont bien obligés de faire ce pourquoi ils ont été élus. Donc il faut qu'on réfléchisse à une manière de briser ce triangle-là. Je ne vais pas vous faire la démonstration entière, parce qu'en général, j'ai plus de temps pour en parler, mais la manière dont moi, je le perçois, et ma théorie du changement à moi, c'est qu'il nous faut des règles aujourd'hui qui nous viennent des pouvoirs publics et qui réorganisent les règles du jeu. Les règles du jeu économiques, les règles du jeu social, et qui fassent en sorte qu'à la fin, être écolo, ce ne soit pas une abnégation, parce que c'est le cas aujourd'hui, être écolo, ça vous coûte cher. Parfois, c'est quand même beaucoup moins pratique. Socialement, c'est pas toujours très valorisé. C'est pas pratique aujourd'hui d'être écolo. Il faut le vouloir pour être écolo. Il faut que demain, on soit écolo par défaut. Parce que simplement, notre société est construite de telle manière à ce qu'on n'ait pas besoin de réfléchir, de payer plus cher, de prendre plus longtemps, d'être moins socialement intéressant pour pouvoir être écolo. Et donc après, c'est la question de comment on y arrive. Et vous, moi, en fait, à la fin, on a beau travailler à des endroits dans lesquels on a des marges de manœuvre, on a beau être engagé dans des collectifs ou des organisations dans lesquelles on a des marges de manœuvre, on reste que des individus. Et donc, il nous faut, pour réussir à atteindre ces règles, disons, macro-sociales, ces règles qui sont au-delà de vous et moi en tant qu'individus, il faut qu'on s'organise en collectif, encore intermédiaire. Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est d'une espèce de topologie absolument pas scientifique, mais un petit peu, disons, vue sur le terrain, d'endroits où on peut s'insérer pour être utiles les uns aux autres. Quand vous êtes aujourd'hui un collectif écologiste, et j'englobe là-dedans beaucoup de choses, évidemment associations, collectifs, mais aussi syndicats, mais aussi groupes de salariés dans des entreprises, mais aussi groupes d'agents publics, vous avez énormément de choses qui entrent dans ce que j'appelle moi des groupes écolos. Quand vous êtes ces groupes écolos, il vous faut trouver une stratégie et ensuite des tactiques pour appliquer votre stratégie. C'est comme les tireurs à l'arc. Voilà. Il y a un corpus intellectuel, idéologique, qui est notre corps, c'est-à-dire c'est ça qui nous maintient dans le sol. Il y a l'arc, qui est votre stratégie. Comment est-ce que j'applique ce corpus à ce que je vais faire, à mes actions, à mon quotidien, aux décisions que prend mon organisation? Et puis il y a votre flèche, qui est la tactique. Et pour arriver à la tactique, il faut savoir où on se positionne et qu'est-ce qu'on prend comme objectif par rapport aux autres organisations qui sont dans le même écosystème que nous. Moi, je vois 4 grands types. Un premier type qui est celui du rapport de force. Souvent, c'est un type de collectif qui va servir à de la mise en agenda. Rapport de force, tout bêtement, on essaie d'attirer l'attention sur un problème donné avec des méthodes plus ou moins controversées,
précisément pour avoir de l'attention médiatique et essayer d'attirer dans le débat public un sujet. Ça a été la stratégie des soulèvements de la Terre, ça a été la stratégie récemment, soulèvement de la Terre, dernière rénovation. Avant, évidemment, c'est la stratégie privilégiée d'un certain nombre d'ONG écologistes, faire du bruit pour pouvoir attirer l'attention médiatique publique sur le sujet. En sachant évidemment qu'ensuite, on ne contrôle pas exactement la manière dont c'est perçu, dont c'est repris et dont le message peut être déformé. Premier groupe, celui-là, rapport de force. Il y a un deuxième groupe qui est, que j'appelle moi, la construction de l'alternative. À quoi ressemble le demain qu'on souhaite? Comment est-ce qu'on le construit? À quoi visuellement, organisationnellement, financièrement il pourrait ressembler? Des gens qui préparent l'avenir, de manière un peu concrète. Et donc ça existe à plein d'endroits différents. Ça existe de manière purement intellectuelle. Il y a des gens qui sont chercheurs sur le sujet des imaginaires, sur le sujet sectoriel, donc c'est-à-dire comment est-ce que concrètement, dans chaque secteur, on va avoir ou pas une transformation. Vous avez des gens qui font la prospective dans tout un tas de domaines. Vous avez des gens qui sont romanciers, qui sont artistes, qui préparent ce demain-là. Et puis vous avez des gens qui le font aussi concrètement sur le terrain. Des gens qui sont dans des coopératives agricoles, dans des coopératives économiques, qui essaient de créer du différent, qui essaient de créer du nouveau, qui essaient de montrer que c'est possible. Ces gens-là, ils construisent l'alternative. Ce vers quoi on veut potentiellement atterrir, ou en tout cas des choses pour nourrir les endroits où on pourrait atterrir. Vous avez un troisième groupe après, qui à mon avis est un des groupes aujourd'hui qui est absolument essentiel et dont on dispose assez peu. Je pense que c'est l'absence de ce groupe-là aujourd'hui qui fait que nos sujets écolos sont un peu, disons, à la traîne dans le débat public. Ce sujet-là, c'est le retournement du stigmate. Aujourd'hui, on a plein de gens dont on considère, et on, c'est nous en tant que société, c'est pas nous dans cette salle en tant que convaincus, dont on considère qu'ils ne vont pas bénéficier de la transformation écologique. Les pauvres, les agriculteurs, tout un tas, les jeunes des quartiers défavorisés, tout un tas de gens qui sont exclus aujourd'hui de fait de nos coalitions écologiques et qui font qu'on se retrouve dans des cercles où on a souvent le même habitus, le même background, on se ressemble. Et il nous faut attirer de plus en plus de gens dans nos coalitions parce qu'on en a besoin. Un certain nombre d'entreprises aussi font partie de ces endroits à retourner, à mettre en notre faveur. Il faut qu'on montre que notre transformation écologique, la manière dont on veut la faire et la manière dont on va la faire, profite à ces groupes. Et donc ça veut dire qu'il faut construire avec eux. Retournement du stigmate, vous avez des organisations aujourd'hui qui le font, qui s'emploient à le faire. Je ne dis pas que c'est facile, évidemment. En plus, c'est souvent très long. C'est souvent des positions compliquées parce que ça vous met parfois en porte-à-faux entre ceux qui sont déjà convaincus et ceux qui doivent l'être. Et donc vous devenez un agent un peu frontière entre ces groupes-là. Mais vous avez par exemple Banlieue Climat avec Ferris Barkat qui a été très médiatisé récemment et qui montre que les jeunes de banlieue, auxquels on ne pense pas du tout quand on parle de jeunes engagés pour l'environnement, parce que le jeune traditionnel engagé pour l'environnement dans la tête des journalistes, et de fait c'est vrai, c'est plutôt moi, une jeune urbaine, plutôt CSP+, plutôt diplômée, qui vote plutôt à gauche. Dans la tête des journalistes et dans la tête de la société, c'est pas du tout un jeune de banlieue. Et Banlieue Climat essaie de montrer que non seulement ce n'est pas vrai, mais en plus il faut inclure ces gens-là dans la manière dont on pense la transformation écologique. Convention des entreprises pour le climat, pareil. Une organisation qui essaie de montrer que pour un certain nombre de boîtes, un certain nombre d'agents du monde économique, il y a un intérêt à réaliser la transition et qu'il y a un intérêt à y participer. Ça, c'est du retournement du stigmate. Absolument essentiel pour réussir à connecter les différents groupes sociaux qui existent aujourd'hui, qui ne font pas partie de nos coalitions écologiques et qu'on doit amener dans la même direction que nous. Et puis le dernier groupe, dont certains collectifs dont je fais partie, dans lequel il s'insère, c'est ce que j'appelle le saisissement de l'interstice. C'est-à-dire, on vit aujourd'hui dans un univers dont a priori on n'est pas complètement satisfait sur tout un nombre de plans. Sauf que, il s'avère que, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, les gens qui aujourd'hui s'intéressent à la question environnementale, notamment dans les espaces de discussion dans lesquels on est actuellement, sont plutôt CSP+, sont plutôt intégrés dans des structures de décision, en gros, ont un poids décisionnel relatif qui est plus important que d'autres. Et donc, ce saisissement de l'interstice, il consiste à profiter du travail des trois autres groupes pour réussir à des endroits stratégiques à faire avancer nos sujets écolos. Petit à petit, de manière très incrémentale, avec souvent plus de défaites que de victoires, mais c'est là aussi que ça se passe concrètement au quotidien. C'est-à-dire que vous êtes un agent public dans une collectivité,
vous réussissez à profiter du rapport de force qu'ont construit des militants écolos, qui, de fait, mettent à l'ordre du jour la question écologique, montrent qu'elle est importante, du travail qu'ont fait certains constructeurs d'alternatives, par exemple une collectivité territoriale qui a réussi des choses, qui a essayé certaines choses et qui les a réussies, et vous les intégrez dans votre quotidien professionnel. Et ça, c'est une forme de micro-coalition qui fonctionne parce qu'il y a cette alliance objective qui se fait. Et on a besoin aujourd'hui de trouver des espaces de discussion pour, concrètement, les mettre en place de manière un petit peu volontaire. Parce qu'on ne discute pas tant que ça, je trouve, entre nous, entre orgas écolos au sens large du terme. Et Adrien le disait, c'est pour ça qu'avec d'autres, on a fondé Construire l'écologie, pour pouvoir créer ces espaces de discussion qui nous permettent de nous organiser et qui nous permettent d'avancer ensemble. Voilà les 4 types qui me paraissent, évidemment, qui ne sont pas exhaustifs, mais les 4 types d'acteurs, de groupes dans lesquels on peut s'insérer et qui nous donnent une stratégie pour avancer collectivement. Évidemment, ça ne résout rien, une fois qu'on a identifié dans quelle grande catégorie on pourrait se placer, mais ça aide à nourrir les réflexions qu'on a en interne et avec les partenaires autour, d'identifier à qui on ne parle pas et avec qui on aurait intérêt, peut-être, à parler, en sachant que ça ne débouchera pas forcément sur quelque chose de parfaitement constructif, que peut-être que ça n'ira pas plus loin qu'une simple discussion ou qu'une simple réunion, mais que dans le meilleur des cas, ça peut déboucher sur une alliance qui sera plus qu'une alliance objective, qui sera une alliance construite, volontaire, préméditée, et avec laquelle, je crois, on peut avancer plus vite. Merci beaucoup. Merci Léa. Petite question rapide pour toi. On a vu les 4 forces en présence. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, avec tout ce qu'on a connu, ce qui s'est passé là depuis quelques années, avec l'état de notre pouvoir politique, est-ce que c'est toujours une avancée massive des 4 forces en même temps qu'il nous faut ? C'est-à-dire ne plus s'offusquer quand la force 1, effectivement, vient faire des événements de rupture, etc., etc. Ou est-ce qu'une des forces est en train, aujourd'hui en France, de prendre peut-être une part un peu plus importante dans ce combat ? Bon, c'est difficile à dire parce que c'est quand même, disons qu'il n'y a pas de grand ordonnateur dans ce jeu-là. On peut typologiser autant qu'on veut et se faire plaisir sur ce plan-là, mais en fait, à la fin, les acteurs font ce qu'ils veulent. Et donc, qu'on soit d'accord ou pas avec une de ces stratégies, elle se produit quand même quelque part. La question, c'est est-ce qu'on veut pouvoir utiliser la force que les autres mettent dans leur combat pour essayer de faire avancer le nôtre avec. Et donc, on n'est pas dans une situation exceptionnelle sur le plan environnemental aujourd'hui. On est largement plus avancé qu'on l'était il y a encore quelques années, mais en fait on arrive dans le dur. C'est pour ça aussi qu'on a cette impression de ralentissement, cette impression de disparition. C'est qu'on est au moment où concrètement il faut faire des choix qui sont des choix très opérationnels, mais aussi des choix stratégiques. Enfin, est-ce qu'on planifie ou pas notre économie? Comment est-ce qu'on se comporte face aux mécanismes de marché? Comment est-ce qu'on organise la réorganisation et la réallocation des emplois? Enfin, c'est tout un tas de questions extrêmement concrètes dans lesquelles on est en train d'arriver et qui n'ont pas de réponse simple. On peut se faire croire autant qu'on veut qu'on sait comment faire. Je ne suis pas certaine qu'on le sache vraiment. Et on va apprendre en marchant et on va apprendre avec ces 4 forces. Le seul conseil étant un mot un petit peu trop fort, mais la seule chose que j'ai pour vous, c'est d'identifier dans quel groupe vous vous insérez et comment est-ce que, si vous le souhaitez, vous pouvez aider les autres en faisant en sorte qu'ils vous aident aussi. Génial. Merci beaucoup Léa. Merci, merci. Merci pour l'invitation.